Vous allez le voir notamment en pneumo, mais pas qu'en pneumo. On a plusieurs pathologies qui sont liées au tabac. Et actuellement, on parle de drogue. Le tabagisme, c'est vraiment un problème à prendre au sérieux parce que pour avoir le sevrage d'un tabagique, notamment quand il est ancien, c'est vraiment difficile de traiter ce genre de patient ou de lui permettre de décrocher du tabagisme parce que dans un pays comme l'Algérie, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens, même pas des substituts nicotiniques qui ne sont pas disponibles en pharmacie, alors que pour lutter justement contre des pathologies qui sont mortelles, qui sont graves, auxquelles on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de moyens thérapeutiques, comme le cancer bronchique. Même dans les pays développés, on n'a pas de traitement qui traite le cancer bronchique. L'idéal, ça serait vraiment de faire de la lutte anti-tabac en préventif avant que le patient ne développe ce genre de maladie. Malheureusement, dans des pays en voie de développement ou des pays à ressources limitées comme l'Algérie, on n'arrive pas vraiment à lutter contre les mentalités et contre ce fléau. Donc le terme tabac est le terme médical qui désigne l'intoxication, qu'elle soit aiguë ou chronique, et qui est provoquée par l'abus de tabac. C'est un problème de société à l'échelle mondiale. La relation cancer-tabac a été établie depuis les années 1950 et de la vulgarisation de la cigarette. Le tabac est le seul produit de consommation courante qui tue prématurément 50% de ses utilisateurs. C'est vraiment une réalité qui est plus importante chez nous parce que quand nous sortons دوكا نمد لواحد في عمره 10 سنين ولا 11 سنه نقول له 20 000 روح شري لي باكي مالبورو ويجيب لي كل يبيعوا c'est ça la réalité c'est vraiment un produit de consommation courante Le tabac n'est pas que responsable de pathologies respiratoires, il est responsable d'environ 35 maladies chroniques. Respiratoires certes, surtout les BPCO, mais aussi cardiovasculaires, les maladies coronariennes, ischémiques, l'HTA, digestifs, tous les cancers digestifs, estomac, œsophage, rénaux, cancer du rein, de la vessie, cancer de la bouche, du larynx, de la langue, tout ce que vous voulez. L'OMS estime que 5 millions de personnes meurent chaque année de l'usage du tabac. L'OMS aussi en Algérie a fait 2 enquêtes qui sont assez récentes, 2013-2010, où elle retrouve respectivement des prévalences de 9% chez l'adolescent, environ 17,5% des garçons, et 15% chez l'adulte. Donc, surtout 9% chez l'adolescent. La première étude, Youth Global Youth Tobacco Survey, elle a été faite chez des adolescents, chez des collégiens. Là, vous trouvez un chiffre de 9%. Donc, il y a des filles qui fument. Et ça a été fait dans des villes, je pense, c'est Constantine ou la Naba, ou un truc comme ça. Mes souvenirs sont bons. Donc, voyez le poids de ce fléau en Algérie. Cette plaque, elle est très intéressante. C'est une étude qui a été faite en 2012. Elle vous montre un petit peu le poids de la dépendance au tabagisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les auteurs? Ils ont comparé le taux d'arrêt avec placebo, le pourcentage du taux d'arrêt avec des drogues dures, qui m'a la cocaïne ou l'alcool. Ils arrivaient à avoir des taux d'arrêt avec la cocaïne de 47%. Et contrairement à la nicotine, où les taux d'arrêt étaient de 8%. C'est-à-dire cette plaque, elle vous résume vraiment le degré de dépendance du tabac. C'est vraiment, quand on le compare à des drogues qui sont connues, qui m'a la cocaïne, qui entraînent autant de dépendance, voire beaucoup plus importante, la dépendance, que par rapport à d'autres drogues. Donc la composition du tabac, c'est environ 4000 composants. OK ? Vraiment 4000 composants qui sont identifiés juste dans la fumée de tabac, dont de nombreux sont toxiques. Et parmi ces toxiques, il y a 60 cancérogènes qui sont reconnus, qui m'a les goudrons, qui m'a comment dire, les métaux, le toluène, l'uréthane, et bien sûr la nicotine qui entraîne la dépendance tabagique. On va parler un petit peu de la nicotine.
Le comportement tabagique est renforcé par une dépendance qui est complexe, physique à la nicotine et psychocomportementale. Vraiment, les études ont montré qu'il y a une dépendance qui est vraiment complexe. Parce que la nicotine, c'est vrai que c'est un élément psycho, ça entraîne une dépendance psychologique, hein, parce qu'il y a des récepteurs à la nicotine au niveau cérébral qui entraînent ou qui alimentent cette dépendance, mais on a remarqué qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi une dépendance physique du fumeur vis-à-vis de la cigarette. Le fumeur لازم يدير le geste هذا. Même تعطيله des patchs, des inhalateurs de nicotine, le taux de sevrage, il est vraiment infime. Il peut revenir très rapidement à la cigarette. Parce qu'il y a une dépendance qui est vraiment complexe et qui est d'ordre psycho-comportemental. N'empêche, la nicotine explique en grandement la dépendance au tabac. Pourquoi? C'est l'acteur principal de la dépendance. Elle arrive en 7 secondes au niveau cérébral et ça donne un effet shoot. Hein? Parce que l'absorption de la nicotine, elle se fait essentiellement au niveau buccal. Ok? Ça, très rapidement, elle est absorbée au niveau du buccal, elle arrive au cerveau dans les 7 secondes. Elle agit sur des récepteurs cérébraux qui sont situés sur le système de récompense du cerveau. Quand la nicotine agit sur son récepteur cérébral, il y a une libération de la dopamine. Et vous savez que cette dopamine, c'est un petit peu une hormone qui donne le bien-être. Hein? Ça soulage le fumeur. Donc, lorsqu'il y a une baisse du taux sérique, de la nicotine au niveau sanguin, ça pousse le fumeur à refumer. Hein? Donc, c'est une véritable drogue dure. C'est considéré véritablement comme une drogue dure actuellement. Là, vous avez un schéma qui vous résume un petit peu le cycle de la nicotine. C'est ce que je disais. La fumée, la nicotine qui est absorbée au niveau buccal, elle va arriver rapidement au niveau cérébral. Elle va interagir avec des récepteurs alpha-4, bêta-2 dans le cerveau. Ça va entraîner une libération de dopamine, entraînant la sensation de récompense liée au tabagisme. Quand il y a une chute de la dopamine au niveau du cerveau et donc au niveau sanguin, ça va pousser le fumeur à refumer une autre cigarette. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'il arrive à un paquet, on va dire il fait 2 paquets, on baide tous les califats. Donc, quels sont les marqueurs de risque tabagique? Comment on va évaluer le risque tabagique? On a 3 facteurs ou 3 marqueurs qui nous permettent d'évaluer le risque tabagique. D'abord, la dose cumulative qu'on évalue par paquet année. Hein, la quantité de tabac consommé égale au nombre de cigarettes fumées par jour fois le nombre d'années de tabagisme sur 20. Pourquoi 20? Parce qu'un paquet de cigarettes contient 20 cigarettes. Si on prend un exemple, un patient qui a fumé 10 cigarettes par jour pendant 20 ans, le nombre de paquets année, c'est un demi-paquet fois 20, donc c'est 10 paquets année. Ok? L'âge de début et la durée du tabagisme sont également des marqueurs importants du risque tabagique. Le risque est plus important en cas de plus longue durée d'exposition et à un âge jeune. Plus on débute la cigarette à un âge jeune, plus que le risque de développer une dépendance forte, voire de développer des maladies liées au tabac, augmente. Troisième risque, c'est qu'il est lié au sexe. Donc, à quantité égale, on voit que les femmes sont plus à risque de développer des maladies liées au tabac. Là, c'est le risque cancer. C'est le risque cancer bronchique chez la femme. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, plus de 20 cigarettes, le risque, il est de 24 fois de développer un cancer chez la femme. Il est de 13 fois, le risque relatif, il est de 13 fois de développer un cancer chez l'homme. Donc, les études ont pu prouver que chez la femme, le risque de développer un cancer, il est lié à une consommation qui est moindre par rapport à l'homme. C'est pour résumer, les femmes, elles sont plus à risque que les hommes pour développer un cancer bronchique. Maintenant, on va essayer d'aborder un petit peu les moyens thérapeutiques. Avant de voir les moyens, on va essayer d'évaluer l'état motivationnel
tu es un patient qui est fumeur et qui va éventuellement demander une aide médicale, hein, pour arriver au sevrage. Quel est le cycle de Prochaska, hein, qui évalue le degré de motivation par rapport à l'arrêt du tabac. Donc, suivez avec moi un petit peu, si vous voulez, le cycle. On a le fumeur satisfait. Le fumeur satisfait, تهضر معاه تقول له راك تكيف بغيت تحبس الدخان يقول لك انا تكيف نورمال مليح الدخان سمعت هذا c'est le fumeur satisfait. Environ 40 à 60% de ces fumeurs peuvent envisager de s'arrêter, hein, au cours de leur vie, hein, ils demandent une aide par rapport à sa motivation, donc il va envisager de s'arrêter. Il y en a qui décident de s'arrêter après une petite préparation via un tabacologue éventuellement, il va essayer de s'arrêter, et parmi ces 40 à 60%, il n'y a que 10 à 30% qui vont effectivement arrêter. Hein? Là, il n'y en a que peu qui maintiennent et ne recommencent pas, mais la plupart, ils vont recommencer pour retourner vers le début du cycle. Là, ce qui est intéressant par ce schéma ou par ce cycle, c'est la personne qui fume le cycle et on va essayer de voir à quel stade il est. Hein? Il est au stade d'envisager, il est au stade de considération, de préparation, et on apporte la réponse thérapeutique en fonction du stade. Hein? Donc, s'il est au stade de préconsidération, on va donner un conseil minimal. S'il est au stade d'action, on va l'aider par des moyens thérapeutiques. Ok? Un deuxième test pour évaluer la dépendance vis-à-vis surtout du tabac, c'est le test de Fagerström. Fagerström, c'est un tabacologue suédois, hein, qui a fait un questionnaire fait de 6 questions. On va prendre l'exemple de la première question. Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette? Et donc, selon la réponse, le fumeur, on va les coter de 3 à 0. Dans les 5 premières minutes, c'est 3, entre 6 et 30, c'est 2, etc. pour toutes les questions. Donc, surtout, elle est la première question. Première question, elle est très importante. Chez un fumeur, c'est ok. Ça, déjà, lorsque vous abordez un fumeur, lorsque vous lui posez la question, quand il répond dans les 5 premières minutes, déjà, vous voyez que la personne, elle est vraiment dépendante. Elle a un vécu. Elle a au moins 20 ans derrière elle, ou 30 ans de tabagisme. Et donc, le test de Fagerström, comment on va l'interpréter? En fonction de la somme, hein, qu'on a calculée par rapport à toutes les réponses, on a surtout à partir de 6, 7, on peut avoir une dépendance moyenne à très forte. Ok? Hein? Et c'est là, généralement, à partir de 6, à partir de 5, 6, on va proposer un sevrage tabagique à des patients qui sont motivés. Hein, qui veulent arrêter de fumer. Donc, maintenant, vraiment, la prise en charge du sevrage, ou là, quels sont les moyens du sevrage? D'abord, on a le conseil minimal. Il est donné par un professionnel de la santé, quel qu'il soit, que ce soit un médecin généraliste, il y a même des infirmiers, hein, les pays développés, même des paramédicaux qui font le conseil minimal ou qui font la consultation anti-tabac. Hein. Ce n'est pas forcément un médecin qui doit proposer le conseil minimal. Donc, lors d'une consultation pour un motif autre, pour des céphalées, je sais pas, pour une rhinite, vous posez la question, en dehors de toute demande de sevrage de la part du patient, son but est de permettre la maturation de la décision d'arrêter. Il consiste à demander systématiquement à chaque patient s'il est fumeur et s'il a envisagé la possibilité de s'arrêter de fumer. Hakda. Le conseil minimal, on peut négliger, mais il y a des études qui ont été faites, notamment peut-être dans des sociétés qui sont plus matures sur le plan sociétal, hein, dans des pays développés, que ça a permis de faire un sevrage dans 5% des cas. Il y a des études, rien qu'avec le conseil minimal, il y a 5% des patients fumeurs ou des fumeurs qui ont arrêté de fumer. 5%, ça peut paraître dérisoire, mais par rapport à la quantité des personnes qui fument, hein, ça peut être intéressant. Maintenant,
En deuxième lieu, la consultation vraiment de sevrage. Elle s'adresse à des patients qui sont motivés, qui sont volontaires et qui est faite soit par des médecins spécialistes ou il y a des médecins qui font des modules de tabacologie, qui se spécialisent dans des formations de tabacologie. Donc maintenant, les traitements qui sont proposés, qu'on propose la consultation de sevrage. On a la pierre angulaire. La pierre angulaire vraiment du traitement du sevrage tabagique, c'est les substituts nicotiniques. Hein? Comme la nicotine, c'est le principal agent de dépendance vis-à-vis du tabac, hein? Et comme c'est une molécule qui n'entraîne pas, c'est pas elle qui entraîne les maladies, les cancers et tout. Hein? On donne des substituts nicotiniques, soit sous forme de patch, c'est les plus connus. Hein? Ça permet une diffusion transdermique de la nicotine vers le sang et le cerveau. Ça va combler les substituts nicotiniques, ça va combler les récepteurs cérébraux. Hein? Soit c'est une gomme à mâcher, soit des comprimés sublinguaux, des comprimés à sucer. Et enfin, les inhalateurs, ils sont importants parce qu'ils préservent la gestuelle. Un inhalateur de nicotine, ça préserve le geste avec porter la cigarette à la bouche. Ouahd qui la nicotine, il veut se sevrer du tabac, il prend un inhalateur et il se vaporise de la nicotine dans la bouche. Bien sûr, il y a des effets secondaires, c'est la plaque suivante. Donc, comment adapter la dose, hein, et le bon dosage? C'est très important, justement pour ne pas tomber dans le surdosage ou là, le sous-dosage. Donc, une cigarette, généralement, ça équivaut à 1 mg de nicotine, ça équivaut à 1 mg de substitut nicotinique. Donc, quand on est dans le sous-dosage, qui est une éventualité qui est fréquente, on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Le patient va avoir des troubles de l'humeur, des insomnies, il est irritable, il a des troubles de la concentration, il va avoir une majoration de l'appétit. Au contraire, et rarement, lorsqu'on a un surdosage, on peut avoir une bouche pâteuse, des diarrhées, des céphalées et également une insomnie. Le tout, c'est d'équilibrer. C'est-à-dire, c'est l'intérêt de la consultation de sevrage. Hein? Lorsque le patient il va venir avec des symptômes de sevrage, on augmente la dose. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne quelque chose de pratique. Hein? Vous avez les patchs. Les patchs, on a 3 dosages. On a le 21 microgrammes, on a le 14 et on a le 7 microgrammes. Chez un patient qui est tout le test de Fagerström, il a une dépendance forte à très forte. On peut commencer par des dosages vraiment forts en nicotine, par exemple 2 patchs. Hein? 2 patchs de 21 microgrammes. Le principe, c'est de diminuer chaque 10 jours ou chaque 15 jours. Le patch, c'est un bel 24 heures. Et on peut s'aider par un inhalateur ou une gomme. Par exemple, 2 patchs ou des signes de sevrage. Il a des insomnies, il est irritable, il travaille bzaf مع مرته, فهمت كيفاه؟ hein? نزيدوا له un inhalateur, une gomme, hein, pour équilibrer, pour ne pas tomber dans le syndrome de sevrage. D'autres médicaments ont été proposés, notamment par des études. Malheureusement, on ne les a pas non plus en Algérie. Hein? Le bupropion, c'est un antidépresseur. C'est un antidépresseur. Les études ont prouvé qu'il aide au sevrage. وعندنا la varenicline, هذه دخلت واحد الوقت ومن بعد حبست ما تدخلش الجزائر, c'est le Champix. Donc c'est quoi? C'est un antagoniste des récepteurs cérébraux de la nicotine. Il va directement combler les récepteurs au niveau cérébral et ça peut donner de très bons résultats. Mais la pierre angulaire, j'insiste, le traitement, le sevrage, c'est vraiment les substituts nicotiniques. Maintenant, une conduite à tenir pratique. Donc, vous avez un fumeur qui est motivé, le test si vous voulez, le cycle de Prochaska, il est motivé, il veut arrêter. Hein. On évalue la dépendance grâce au test de Fagerström. Première éventualité, vous avez une dépendance qui est faible. Donc, on a des outils d'aide à la motivation, accompagnement psychologique. Ça rentre dans le cadre de la consultation anti-tabac. Hein. On peut aussi proposer une automédication par substitut nicotinique. Hein. Et très important de prévenir les rechutes
qui sont très nombreuses. Hein? Les rechutes, les personnes qui refument, qui vont refumer, hein, c'est très fréquent. Maintenant, lorsque vous avez un patient qui a une dépendance moyenne à forte, il faut évaluer le terrain, les comorbidités, les risques d'effets indésirables et les pharmacodépendances, proposer un traitement nicotinique par sucre, hein, éventuellement rajouter un traitement adjuvant qui est le bupropion ou la varénicline et toujours prévenir les rechutes. Ok? On va terminer par une dernière plaque concernant la place de la cigarette électronique. Hein? Vous voyez que j'ai mis un point d'interrogation. Sa place n'est pas très claire. Elle n'est pas validée, hein, dans le traitement du sevrage. Qu'est-ce éligible pour la cigarette électronique parce qu'elle est disponible en Chine, hein? Elle est disponible à un bon prix. On la ramène actuellement de Chine. Donc, c'est quoi le principe de la cigarette électronique? Donc, contrairement à la cigarette classique, la cigarette électronique ne libère ni de monoxyde de carbone, ni de quantité significative de cancérigènes. Donc, a priori, c'est une cigarette qui ne va pas donner les maladies liées au tabac, notamment les cancers. Quoique, il y a beaucoup de déviance. Vous savez que la cigarette électronique, il y a ce qu'on appelle la ROM. Hein? Pardon? Le liquide. Le liquide, ils fait n'importe quoi. Hein? Ça peut être du cannabis, ça peut être, tu vois, du hashish, c'est donc c'est pour ça que ça a été un petit peu dévié. C'est plus vraiment un outil médical ou la médicalisé c'est plutôt un outil de récréation. Nas d'urbe, ah, ok, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à le valider. Donc, la cigarette, s'il te plaît, permets-moi de terminer, pour nous comme l'idée. La cigarette électronique, classique, qu'on utilise pour le sevrage, c'est de la vapeur d'eau. Qu'il y a de l'eau à l'intérieur, ça donne de la vapeur, et des fois, on fait de la nicotine, qu'il y a des liquides, qui la nicotine, pour justement diminuer la dépendance vis-à-vis de la cigarette classique. Donc, je pense les Anglais, hein, les recommandations anglaises qui recommandent le Public Health England qui rembourse la cigarette électronique dans le cadre du sevrage. Mais les autres pays européens, les États-Unis, on ne recommande pas la cigarette électronique pour le sevrage. L'utilisation, par exemple, les recommandations françaises, c'était la HAS 2014, l'utilisation de la ICIC dans l'accompagnement thérapeutique est acceptable si le fumeur ne veut pas ou ne peut pas arrêter avec les traitements classiques validés. Le fumeur est demandeur et si le fumeur l'utilise déjà, il ne faut pas le décourager. C'est-à-dire que si il a carrément la cigarette, il n'utilise que la cigarette électronique, il faut l'encourager. En dehors de ces trois indications, elle n'est pas vraiment indiquée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des recommandations qui sont anciennes. Au jour d'aujourd'hui, hein, la cigarette électronique n'est pas validée dans le traitement le sevrage tabagique. Tu voulais poser une question? Bed. Vous voulez poser une question, Makash? Oui? Monsieur, le tabagisme passif peut entraîner... Bien sûr. Le tabagisme passif, il peut entraîner des maladies, notamment. Hein? La dépendance, non. D'après j'ai lu, d'après mes connaissances, ça ne peut pas entraîner une dépendance parce que la dépendance, ça veut dire automatiquement, tu as le geste. Tu es active, tu n'es pas passive. Ok? La dépendance, elle a la drogue ou quelque chose. Tu fais le... Mais le tabagisme passif, s'il vous plaît, une minute, je vous libère. Le tabagisme passif, il peut entraîner beaucoup de pathologies, notamment chez l'enfant. Il y a des parents qui fument à l'intérieur de la maison, devant des gosses, ou des enfants en bas âge. Ça peut entraîner des asthmes, ça peut exacerber des asthmes. On parle maintenant même de bronchite chronique chez des enfants. Ok? Ça peut entraîner ce genre de pathologie. Il y a même des fois, sur des études, on a incriminé le tabagisme passif dans la survenue de cancer chez la femme qui ne fume pas. Ok? D'autres questions?
Merci.